de m'avoir encore invité à cette journée. C'est la deuxième fois que j'interviens. J'ai commencé à prendre mon adhésion à la SFAR, si ça continue. Donc effectivement, j'avais suggéré d'échanger sur la communication entre anesthésistes et chirurgiens à travers une intervention qui s'y prête bien, je pense, qui est l'atrésie d'œsophage par thoracoscopie. Je pense que c'était difficile de faire un topo sur la communication entre anesthésistes et chirurgiens sans inviter un anesthésiste à m'aider à faire ce topo. C'est pourquoi je suis avec le docteur Jabert qui m'a aidé à faire cette présentation. Alors, pourquoi parler de communication? Eh bien, c'est assez intéressant, effectivement, quand on s'intéresse à la littérature sur le domaine. Ce qui est décrit, c'est qu'en fait, lors d'une intervention chirurgicale, vous allez avoir potentiellement 4 conflits en moyenne pendant l'intervention. Mais ces conflits, en général, ils vont être gérés par une bonne communication. Alors, pourquoi entre anesthésistes et chirurgiens? C'est vrai que classiquement, c'est deux spécialités qui ont parfois des difficultés à communiquer alors qu'elles sont obligées de collaborer étroitement pour le patient. Et donc, je pense que c'est une bonne communication entre eux deux est essentielle. Alors, pourquoi l'atrésie par thoracoscopie? Effectivement, ça me paraissait important parce que c'est une activité qui est en expansion, qui va devenir le gold standard dans la prise en charge de l'atrésie d'œsophage chez l'enfant. Et c'est en fait un acte d'un côté chirurgical qui est difficile techniquement pour nous, c'est sûr, et aussi une anesthésie à risque de votre côté. Donc ça fait quand même 2 éléments qui sont source de stress et qui vont, on sait, participer éventuellement à la genèse de conflits. Quand on lit la littérature sur effectivement cette problématique, j'ai découvert pas mal de revues grâce à vous. Anesthésia, Analgesia, c'est pas ma tasse de thé tous les jours, mais malgré tout, on trouve des trucs effectivement très intéressants, même pour nous chirurgiens, parce que il décrit bien que le pediatric care est déjà un facteur de risque en soi de conflit, parce que effectivement, on prend en charge des tout petits, même des nouveau-nés, et ça induit une pression, une tension importante. Qui dit du coup un potentiel de conflit non négligeable du fait simplement de ce pediatric care. Et on sait que le conflit, en général, c'est un manque de communication. Ce manque de communication, quand on a compris en fait qu'on le voit dans 30% des blocs, c'est pas anodin. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait, c'est que c'est la deuxième cause d'erreur médicale après l'inexpérience. Donc c'est pas du tout anodin cette communication, ce manque de communication pour le patient, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse malgré tout, c'est quand même quel impact ça peut avoir pour le pronostic du patient. Eh bien, effectivement, ce conflit, on peut en faire 2 choses. Un volet, je dirais, un peu plus péjoratif, qui est un conflit qui va pouvoir se chroniciser s'il n'est pas bien jugulé, qui va entraîner des frustrations sur les différents acteurs qui ont participé à ce conflit, parce que c'est en général, qui est décrit, c'est un désaccord personnel au début, c'est entre 2 personnes directement, éventuellement en général plutôt de 2 spécialités différentes, mais pas forcément, pas que. L'ennui, c'est que ce désaccord entre personnel initialement, il va effectivement pouvoir évoluer vers un désaccord entre 2 métiers, 2 disciplines du bloc qui travaillent tout le temps, et ça peut déstabiliser l'équipe. Et ça, on sait très bien par contre que le pronostic du patient dans ce cercle un peu infernal, il peut être entaché et donc c'est pas anodin. Ça, c'est, je dirais, le côté un petit peu négatif si on n'arrive pas à contrer ce conflit ou pas à rebondir. Si on arrive un peu, par contre, à s'en emparer et à en faire un élément plutôt positif, on va identifier un domaine amélioré. C'est un peu comme ça que je suis arrivé à cette communication, à ce topo, à travers l'atrésie d'œsophage. On a eu des difficultés et on s'est dit, il faut qu'on communique et qu'on avance et qu'on ait une réflexion commune sur les points améliorés pour éviter ces zones de conflit. Et ça, on sait aussi que c'est un moteur pour le changement, effectivement, et ça renforce l'esprit d'équipe parce que on avance tous dans la même trajectoire, tous vers la même trajectoire. Et donc, du coup, il y a un sentiment de satisfaction au travail qui est plus important. Et donc, vous en doutez, un pronostic pour le patient qui est effectivement décrit beaucoup plus positif que ce que j'ai pu vous montrer auparavant.
Donc, vous voyez, d'un conflit, il faut effectivement être capable de s'en emparer et d'en faire quelque chose de bénéfique. Si on revient à l'atrésie de l'œsophage par thoracoscopie et qu'on regarde ce qui peut se passer. En fait, on a identifié plutôt 3 points qui sont des points un peu cruciaux, qui sont le pré-op, le péropératoire, le post-opératoire, dans lesquels on va trouver des endroits, des moments, des zones de conflit potentiels. C'est ce qu'on va essayer de voir assez rapidement. En préopératoire, vous avez bien compris, Julien va rapidement me poser la question, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut faire le patient sous thoracoscopie? Je vais lui dire oui, super, chirurgie micro-invasive, mais est-ce qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indications qui sont le faible poids, l'instabilité cardiaque, les malformations cardiaques complexes et l'insuffisance respiratoire. Et je pense qu'il est très important, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'indication de la thoracoscopie, d'emblée, à froid, de se mettre d'accord sur les critères de conversion qui sont une durée assez longue de thoracoscopie, supérieure à 3 heures, l'instabilité cardiaque et l'instabilité respiratoire. L'étape suivante sera de contacter le chirurgien ORL pour programmer une trachéobronchoscopie qui sera faite juste après l'induction et avant la thoracoscopie, qui va nous permettre de chercher des malformations associées, qui peuvent être une trachéomalacie, une paralysie des cordes vocales, et qui va surtout nous permettre de déterminer le nombre exact de fistules trachéo-œsophagiennes, la taille de la fistule et la position de la fistule qui est importante pour nous, parce que par exemple, s'il y en a une fistule précarénaire, à côté de la carène, on sait pertinemment qu'on ne peut pas la combler avec la sonde d'intubation et que c'est important pour nous de savoir si la position de la fistule est assez loin ou assez proche de la carène. Après, on va discuter avec les néonates sur les modalités de l'intubation. En général, les néonates sont plutôt en faveur d'une intubation nasotrachéale parce qu'ils estiment que la sonde est plus stable et qu'elle coulisse moins en nasotrachéale. Il faut savoir que, d'une manière factuelle, il n'y a pas de différence entre intubation nasotrachéale et intubation orale. Il y a eu une méta-analyse Cochrane qui a montré qu'il n'y avait pas de différence, qu'il y avait même une petite tendance aux atéléctasies en post-intubation, après une extubation d'une intubation nasotrachéale. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord avec les néonates, on essaye d'intuber par voie nasotrachéale. Si on n'arrive pas, on intube par voie orale et qu'il n'est pas question qu'en post-opératoire immédiat, quand le patient arrive en néonate, qu'il soit réintubé par voie nasotrachéale parce que c'est une procédure qui est à haut risque de tirer sur l'œsophage et de lâchage d'anastomose. Donc c'est important de se mettre d'accord en aval. La deuxième question qu'on va se poser avec nos amis néonates, c'est le ballonnet. En général, les néonates ne mettent pas de sonde à ballonner parce qu'ils estiment que la pression du ballonnet peut entraîner des lésions au niveau de la trachée. Alors que nous, au cours d'une thoracoscopie, il y aura une augmentation de pression d'insufflation et si on n'a pas de ballonnet, il va y avoir tellement de fuite autour de la sonde qu'on va avoir du mal à ventiler le patient. Pareil, il y a eu une méta-analyse récente, 2017, ballonné versus sans ballonné, sonde d'intubation, et il n'y a pas plus de complications avec les sondes à ballonner, d'autant plus qu'actuellement, on utilise des sondes à haut volume, faible pression, les sondes microcoff. Un autre point important, je pense, c'est d'avoir une valeur de référence de l'oxymétrie cérébrale en préopératoire avant d'endormir le patient. Alors, si on revient justement sur les temps d'induction et chirurgicaux, en fait, j'ai profité de ce topo pour demander à un des membres de l'équipe, à Aurore, à Franck, qui est chef dans le service, que je remercie, qui a fait ça assez rapidement, de nous reprendre ces données des dernières atrésies d'œsophage qu'on a fait par thoracoscopie sur les dernières années. Et là, je vous ai mis simplement les temps d'induction. Alors, les temps d'induction, pour nous, c'est, pour nous chirurgiens, hein, c'est
moment où vous vous en occupez jusqu'à l'incision. Vous voyez, en fait, ces temps, ils oscillent entre 35 et 85 minutes. Et en fait, ça nous fait une moyenne localement de 47 minutes. Par rapport à la littérature, alors, on est pas mal, vous êtes plutôt bon, hein, on est un peu moins que les 60 minutes. Mais hormis ce point-là, c'est surtout de savoir, je pense que c'est intéressant d'avoir ce timing en tête pour les deux équipes. Pour vous aussi, parce que de toute façon, il faut vous laisser tranquille. Et pour nous, c'est de se dire, de toute façon, avant que nous, on puisse toucher à l'enfant, il va se passer une petite heure avant qu'il soit stabilisé et vraiment prêt avant la chirurgie qui est déjà, elle, est assez longue. Hein, donc, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc, en péropératoire, on va avoir d'autres phases. Hein, vous imaginez bien, toute l'installation, voilà, qui vont aussi potentiellement présenter des sources de conflit. Voilà, déjà, je trouve que les photos parlent d'elles-mêmes. C'était une atrésie d'œsophage qui a été faite dans le service. Et d'ailleurs, toi, Iteb, qui était à la tête. Déjà, toi, on a du mal à te voir, mais alors l'enfant encore plus. Quand on regarde, on a quasiment, vous voyez, il y a déjà 6 membres de l'équipe anesthésie à la tête de cet enfant, entre plusieurs seniors d'anesthésie, les IA, les internes, éventuellement un néonate. Et donc, si vous mettez à peu près le même nombre, au moins 4-5 du côté chirurgical avec les iboles des chirurgiens, vous retrouvez à une petite dizaine dans la salle. Et déjà, ça, je pense que ça, c'est une source de difficulté de communication en elle-même et qu'il faut anticiper. Alors, quand on va au niveau de l'installation, il y a plusieurs points. Effectivement, moi, la question que je vais me poser, c'est la position du bio pour bien m'exposer. Mais ce sera la taille aussi du bio, parce que ça peut compromettre la ventilation si j'ai un gros bio sous l'enfant. Deuxième question aussi, c'est effectivement dans l'installation, c'est le bras vers le haut. C'est vrai que nous, on aime bien, chirurgien, bien dégager la scapula parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler. Il faut qu'on mette notre trocard assez haut. Donc, souvent, on demande à ce que le bras passe par-dessus la tête de l'enfant. Et moi, je vais vous poser la question de l'accès à la tête. Et en ce moment, au moment où il bouge les bras, sécuriser la sonde d'intubation, il faut savoir que la trachée d'un nouveau-né, c'est entre 4 et 6 cm. Donc, rapidement, il peut s'extuber et rapidement, l'intubation aussi peut devenir sélective. Enfin, derrière, bien sûr, on va mettre, nous, la plaque de bistouri, hein, mais du côté anesthésiste, il y a aussi des demandes. Il y a l'électrode de Nierce rénale qui est quasiment au même endroit que la plaque, donc il faut qu'on se mette d'accord sur la position des différents. Et puis enfin, la curalisation, qui, moi, nous paraît souvent important pour avoir vraiment de l'espace. Moi, elle pourrait me permettre de diminuer la pression de ventilation et de mieux ventiler. Donc ça, c'est simplement que sur l'installation. Après, pendant une fois qu'on commence le geste, eh bien, il y a un des points importants et aussi qui a été étudié dans la littérature, c'est la pression d'insufflation chez l'enfant. Alors, la pression d'insufflation va avoir un retentissement sur le plan hémodynamique et un retentissement sur le plan respiratoire. Sur le plan hémodynamique, il va y avoir une diminution du retour veineux, une diminution du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque. Sur le plan ventilatoire, l'augmentation de la pression d'insufflation va entraîner une atélectasie, une baisse de la PaO2, une hypercapnie et une acidose métabolique. Et parallèlement à la pression de l'insufflation, il y a aussi le CO2. Parce qu'on insuffle du CO2 et on sait, selon les études, que le CO2 sera absorbé et que sur la pression expirée de CO2, on a en moyenne 30% qui provient du CO2 insufflé. Enfin, nous, donc à un moment, on va disséquer la fistule. Et ça, je pense que ça, c'est un moment bien. Alors, c'est l'avantage de la thoracoscopie, c'est que tout le monde peut plus facilement le suivre sur les écrans, hein, plutôt que le petit espace par la thoracotomie, et voir un petit peu où on en est. Je pense que vous, anesthésiste, il faut faire très attention à ce moment-là quand nous, on va disséquer les fistules, parce qu'on va mobiliser la fistule et potentiellement la trachée. Et du coup, on pourra aussi mobiliser la sonde d'intubation. Il y a risque d'extuber le patient ou d'avoir une intubation sélective ou encore intuber la fistule.
Et puis enfin, la sonde transanastomotique, ça, il faut effectivement qu'elle soit mise au moment de l'intervention. Il faut que ce soit anticipé des deux côtés. Préparer la sonde, pour qu'elle soit rigidifiée au frigo. Et en fait, quand on la met, il faut faire gaffe pour qu'elle ne s'enroule pas. La littérature a bien montré, par contre, qu'effectivement, sur ces différents points, que ce soit littérature chirurgicale ou anesthésique, il y a quand même un chiffre qui revient souvent, c'est une pression d'insufflation à moins de 5 mm de mercure chez l'enfant sur la thoracoscopie. Et aussi une durée de thoracoscopie en elle-même de moins de 3 heures. C'est vrai que déjà, les 3 heures, quand même, c'est long, mais c'est vraiment les cut-off où on voit des répercussions hémodynamiques plus importantes. C'est pour ça que je vous ai mis le diagramme, la figure complète de celle que je vous avais avancée tout à l'heure sur le temps anesthésie. Puis là, vous voyez en orange le temps chirurgical. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en fait, en moyenne, notre temps chirurgical, il est de 146 minutes versus 152 minutes dans la littérature. C'est pareil, on est tout à fait, je pense, dans les standards. Et on voit effectivement que progressivement, avec la learning curve, ça a tendance à diminuer. Mais je pense que au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est qu'en fait, ce patient-là, à lui-même, bon, si on met même 2 heures, c'est vrai qu'on met 2h10 pour faire 2 heures pour la thoracoscopie, ça s'est bien passé, c'est qu'il n'y a pas eu de souci. En rouge, vous avez vu, il y a eu 2 conversions parce qu'il y a eu un enfant qui a mal toléré, on a dû abandonner, puis une autre où il y avait un long gap et on a passé une thoracotomie parce qu'on n'y arrivait pas. Mais c'est déjà entre l'heure d'induction et puis nous, nos 2h30 de moyenne, vous imaginez, c'est quand même 3-4 heures de salle. Donc ça, c'est quand même une donnée importante. Moi, je suis intéressé de voir ces chiffres-là parce que c'est un enfant qu'on commence pas à une certaine heure. C'est compliqué et c'est long. En post-opératoire, quels sont les éléments qui vont être abordés? C'est le timing de l'estibation, le timing de la réalimentation et éventuellement s'il y a eu un drainage au moment de l'ablation de ce drainage. Ça, le chirurgien, je dirais, en post-opératoire et immédiat, ce qu'on veut nous seulement, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de réintubation. Effectivement, je sais que dans la série, il y a eu un enfant qui a été extubé de façon volontaire pour être réintubé parce que il n'avait pas la bonne sonde, c'était pas un bon ballonnet ou on voulait sans ballonnet. Et c'est vrai que nous, chirurgiens, on apprend ça sur une atrésie ou une anastomose récente peut-être en tension. C'est vraiment tout ce qu'il faut éviter. Donc ça, c'est aussi à nous de communiquer sur l'anastomose s'est faite assez facilement ou non, on était en tension, attention. Du côté anesthésie, de toute façon, on est souvent assez d'accord pour dire plutôt l'extubation précoce, la gestion de la douleur post-opératoire. Et ça, c'est bien montré, tout ça, dans la littérature, c'est que la thoracoscopie améliore le nombre de jours en post-opératoire en réa par rapport à la thoracotomie et aussi le nombre, du coup, de jours intubés. C'est pas anodin, c'est tout petit. Et ce qui est intéressant aussi, une différence significative sur la réalimentation orale. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices de la chirurgie mini-invasive. Mais en pratique, on sait qu'à ce moment-là, cette communication qui était entre l'anesthésiste et le chirurgien, elle doit se compléter avec le néonatologiste, parce que c'est lui qui va prendre en charge cet enfant. Et je dirais que c'est, comme vous l'avez dit, le Dr Jabert, c'est déjà un contact qui aura dû être fait en préopératoire. Donc, effectivement, suture en tension, le timing de l'ablation de drainage et de la réalimentation, c'est les différents temps post-opératoires dans lesquels on peut être amené à discuter. Si on analyse donc, on synthèse sur ce que je vous disais au début, me dire, tiens, effectivement, pendant une intervention, sur une intervention, en moyenne, vous avez 4 conflits. Si on isole et on essaie d'isoler ces moments principaux des 4 conflits en thoracoscopie, il peut y avoir les contre-indications à la thoracoscopie, l'installation, on a bien vu qu'il y a des moments un peu cruciaux, la pression d'insufflation et les critères de conversion, comme vous a dit le Dr Jabert. Pourquoi les isoler, ces moments de source de conflit? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de les identifier pour élaborer des stratégies pour éviter ces conflits. Et là, c'est à tel intérêt justement de se réunir, c'est de se dire, les contre-indications, on les connaît, faut pas se buter d'un côté ou de l'autre, elles sont décrites, il y a un poids, il y a un état de l'enfant en préopératoire.
Au niveau de l'installation, bah, effectivement, il y a des points clés où il faut faire attention ensemble. La pression d'insufflation, je pense que ça aussi, c'est bien décrit. Il faut pas dépasser un cut-off. Faut pas, voilà, qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. Et puis, les critères de conversion, bah, ça, faut être capable, effectivement, de se dire, bah, là, effectivement, j'avance plus, j'arrête, ou c'est compliqué, il faut peut-être, pour le malade, changer de technique. Donc, je vous rappelle, le Pediatric Care, on est exposé. Anesthésiste et chirurgien pédiatre, on est exposé parce que effectivement, c'est une situation à risque, c'est avec un enfant à risque, il y a plus de pression, il y a plus de tension. Le manque de communication, je vous le rappelle, c'est la seconde cause d'erreur médicale. Donc voilà, on sait que on a eu des erreurs médicales, je pense, nous, au début, et qui sont peut-être liées à des défauts de communication. Néanmoins, dans la littérature, vous voyez, les spécialités plus à risque de développer des comportements désadaptés, je vous laisse les lire. Bah, heureusement, il n'y a pas de chirurgien pédiatre, il n'y a pas d'anesthésiste pédiatre. Donc, ça veut dire quoi? C'est que on est exposé, mais on arrive déjà un peu, je pense, à pas trop mal communiquer pour éviter d'avoir trop d'erreurs médicales. Je vous remercie.